Chaque 27 juin est consacré depuis peu à la célébration de la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont indispensables pour le développement durable. Nous en parlerons dans ce journal. L'éclairage public n'est toujours pas une réalité dans certaines localités du Bénin malgré les ambitions du gouvernement de faire de nos communes des villes lumineuses, une situation qui crée malheureusement de l'insécurité et beaucoup d'autres désagréments aux populations. Difficile pour les commerçants et revendeuses de maïs d'écouler leurs produits comme auparavant et pour cause, la morosité économique a amenuisé le pouvoir d'achat des Béninois et par ricochet les recettes des commerçants. Jeudi 29 juin 2023, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le siège de l'information, la grande édition du soir sur Gulf TV Africa. C'est parti pour 60 minutes d'information qui nous permettra de parcourir l'actualité au plan national et international. Une fois encore, bonsoir et merci de nous préférer. Nous démarrons cette édition par une information en bref. La délibération de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 est faite ce jeudi 29 juin 2023 à Porto Novo. Le taux de réussite au plan national pour cette année est de 81,29%. Les résultats varient toutefois selon les départements. Certains départements se démarquant nettement l'un de l'autre. En tête du classement, le département du Borgou affiche un taux de réussite exceptionnel de 87,45%. Il est suivi de près par le Plateau qui, avec un taux de 87,42%, se place en deuxième position. La troisième place est occupée par la Donga avec 86,06% de réussite. Dans les autres départements, les résultats restent également impressionnant. L'Ouémé, 85,98%, l'Atlantique, 84,45%, le littoral, 84,14%, les collines, 83,15% et le Zou, 82,15% ont tous dépassé la barre des 80%. Après la délibération, les résultats sont rendus disponibles sur la plateforme iRésultats.BJ. Donc, est ouverte, une plateforme ouverte pour la consultation des résultats du certificat d'études primaires session de juin 2023. Les candidats devront suivre rigoureusement deux étapes importantes pour accéder aux données. Première étape, depuis la page d'accueil ou depuis la page de consultation des résultats, recherchez et choisissez l'examen ou le concours concerné. Il s'agira ici de choisir CEP 2023 et cliquer sur le lien de consultation. Autre information, après avoir cliqué sur le lien de consultation, vous renseignez votre numéro de table ou d'inscription pour accéder enfin à la décision du jury statuant sur votre sort. Chaque 27 juin est consacré depuis peu à la célébration de la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont indispensables pour le développement durable, pour une meilleure reconstruction face aux impacts socio-économiques et politiques qu'affronte le monde. Quel est l'avis des Béninois sur les apports de ces entités à la réalisation des objectifs de développement durable ODD et quelles sont les qualités que doivent avoir un entrepreneur? Quelques-uns se prononcent. Dans tout pays, il faut avoir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers pour booster l'économie du pays. En ce moment, j'ai une pensée envers tous ceux qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, managers au Bénin. C'est dur, mais je crois que dans la persévérance, nous allons aller de l'avant. Alors, comme qualité d'abord de l'entrepreneur doit avoir la patience.
Quand vous aspirez à être entrepreneur, vous devez avoir l'amour du travail, le goût du risque. Vous devez avoir vraiment la patience, l'expérience qui crée la confiance. Vous devez être quelqu'un qui est vraiment aime le voyage, aime rêver, être un porteur de rêve, être vraiment quelqu'un qui est, en tout cas dans le sensationnel, qui chaque fois cherche à innover, cherche à créer, qui est dans l'originalité. Vous savez, à travers cette journée mondiale des petites et moyennes entreprises, je crois que ce n'est pas venir en l'air, non. C'est une journée qui, selon moi, devra vraiment galvaniser les entrepreneurs que nous sommes, devra encourager surtout les jeunes entrepreneurs. Et je voudrais sincèrement, à votre canal, inviter monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, monsieur Modeste Kérékou, de penser à la nuit des jeunes entrepreneurs. Beaucoup de jeunes béninois ont choisi le chemin de l'entrepreneuriat, ont refusé d'être de l'autre côté de l'histoire, ont refusé de faire le salariat. Ils ont été choqués, déçus par le salariat. Ils ont pris le jeu de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de motivation. Ce n'est pas forcément l'argent, non. Je crois qu'une soirée de gala, pour identifier, pour sélectionner, pour distinguer les meilleurs jeunes entrepreneurs, vont encourager le reste. Il est temps que la politique que nous orientons n'est pas seulement politique d'argent, non. Une simple, même à titre posture, même un simple titre, avec même le titre même, pas forcément le budget du ministère. Même en tant que ministre, avec un peu de moyens simplement, on peut organiser des cycles distinctifs pour encourager les jeunes qui entreprennent. Donc une journée pour célébrer les entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, je crois que c'est une journée qui n'est pas une journée de plus, mais c'est une journée qui vient à point nommé pour ne serait-ce envoyer un regard sur ces entrepreneurs qui se battent de jour comme de nuit pour que nous puissions avoir de la valeur ajoutée dans notre pays. Parce qu'un pays sans valeur ajoutée, c'est vraiment un pays qui tend vers la misère. La première des choses qu'on a tendance à minimiser, c'est qu'il faut être bien formé d'abord. Il faut, si on n'est pas bien formé, commencer par entreprendre, découvrir les réalités de ce que vous faites et vous faire former par rapport donc, au domaine, dans votre domaine d'intervention. Donc, en clair, il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez évoluer, d'où la formation. Après ça, il faut avoir la disponibilité pour se consacrer à votre activité, pour la faire croître, la faire grandir et prospérer dans le domaine. En plus de ça, on reconnaît à tout entrepreneur la nécessité d'être persévérant parce que vous évoluez dans un environnement concurrentiel, dans un environnement caractérisé par beaucoup d'incertitudes et il faut donc être persévérant pour progressivement lever les difficultés, lever les barrières pour évoluer. En plus donc de la persévérance, il faut noter que tout entrepreneur doit être en mesure de s'adapter aux réalités et aux incertitudes de son domaine. Vous voyez, nous étions dans un environnement plus ou moins stable. Nous avons eu la guerre en Ukraine qui a tout bouleversé au plan mondial et a remis en cause les acquis des entreprises en termes de prix, en termes d'opportunités. Nous avons les catastrophes qui surviennent à tout moment. Nous avons les frontières qui peuvent être fermées au regard donc, des rapports politiques entre les États. Vous venez de voir récemment le simple fait que le nouveau président du Nigeria ait suspendu les subventions que son pays accordait donc, à ce secteur-là. La conséquence que ça a engendré au Bénin en termes de flambée des prix des produits pétroliers, en l'occurrence l'essence, et le bouleversement que ça crée dans la vie des entreprises automatiquement. Donc, un entrepreneur qui évolue et qui se bat doit forcément développer cette capacité de s'adapter à toute éventualité pour pouvoir donc évoluer. Je pense que c'est l'essentiel à retenir. Et naturellement, il faut retenir également le travail acharné. Je pense que, de par le monde, nous constatons qu'il y a beaucoup d'organisations au plan international qui ont statué beaucoup de journées. Et ces journées, c'est des journées de réflexion qui permettent donc de faire le point de l'évolution de la situation par rapport à l'objectif de cette journée-là. Et ces journées permettent aux jeunes, aux autorités, au pouvoir public de divers niveaux de prendre des décisions pour l'évolution du secteur concerné. Et la journée mondiale donc, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise est bienvenue, je pense. Et cette journée doit permettre donc aux acteurs du domaine, aussi bien les entrepreneurs, les bailleurs de fonds, les parties prenantes comme l'État, les institutions financières, toutes les structures qui sont concernées par l'entrepreneuriat doivent prendre cette journée comme un jour de réflexion important. L'entrepreneur, il a des qualités, mais il a aussi des conditions favorables. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions lui soient favorables. Et quand nous parlons de ça, il faut d'abord voir les proches d'abord.
les proches de l'entrepreneur, tels que ses parents, ses amis, même l'État aussi, son gouvernement aussi. Il faut que les conditions lui soient favorables, qui lui permettent d'émerger dans le milieu où il est. Bon, ça là, c'est des avantages, sinon c'est des faveurs, on va dire, sinon des avantages qui concourent à l'évolution de l'entreprise, qui permettent à l'entrepreneur vraiment de réussir. Mais il faut aussi qu'il ait la foi. Il n'y a rien qui puisse réussir sans la foi. C'est la foi qui permet à l'entrepreneur de repartir, de rebondir, même quand tout va mal, d'espérer et de savoir que oui, le meilleur est encore devant et ne jamais abandonner. Il lui faut une grande foi. La journée mondiale des petites et moyennes entreprises, je pense que c'est une bonne journée. Si ça n'existait pas, il fallait la créer, effectivement, parce qu'il n'y a pas de développement sans les entreprises. Les pays qui émergent, les pays qui ont émergé, les pays qui se sont développés surtout par les entreprises. Pas forcément par les sociétés d'État, pas forcément par les entreprises d'État, mais c'est les entreprises tenues par les privés. Vous allez constater que dans les pays émergés, les pays développés, quand les chefs d'État veulent voyager, ils se font toujours accompagner de leurs entrepreneurs. Parce que c'est là le développement. Ce sont eux qui font l'économie dans les pays. Donc, la journée mondiale des petites... Puisque l'entreprise, il faut que ça naisse. On est forcément petit et on grandit petitement. C'est-à-dire, on est toujours forcément petit avant de grandir. Donc, les petites et moyennes entreprises, c'est des moteurs même. Là, c'est là même que se trouve le noyau de développement dans tous les pays. Donc, la journée mondiale, cette journée, effectivement, si ça n'existait pas, il fallait la créer pour permettre, effectivement, au pays d'accroître leur économie. L'éclairage public n'est toujours pas une réalité dans certaines localités du Bénin, malgré les ambitions du gouvernement de faire de nos communes des villes lumineuses. Une situation qui crée malheureusement l'insécurité au grand désarroi des élus locaux de ces contrées. Le sujet retient l'attention de notre rédaction. Spérois Oussinou et Koudous Bissiriou pour le reportage. L'entretien des lampadaires et du réseau électrique érigé dans les grandes villes et campagnes du Bénin reste à ce jour une véritable équation aux multiples inconnues. En effet, nuance cet élu local, les poteaux électriques sont installés mais sans ampoule puisque déjà détériorés, d'où l'absence d'éclairage avec comme corollaire l'insécurité grandissante. Nous avons des poteaux électriques. C'est arrivé, ça fait environ 2 ans. C'est nouvellement installé ces poteaux électriques. Ce qui fait que nous jouissons aujourd'hui de l'électricité, de la lumière. C'est bien alimenté. Pour le moment, on ne vit pas encore la baisse de tension. On ne connaît pas encore la baisse de tension. Mais ce qui fait un peu défaut, les lampadaires qui devaient éclairer les voies publiques sont presque sans jus. Les lampadaires, je dirais que les ampoules sont grillées et on n'a pas de lumière sur les voies, c'est seulement dans les maisons. Donc là où je suis, vous voyez, c'est gâté. Depuis, on a fait l'installation à peine 1 mois. Les 3/4 des ampoules sont grillées et on n'a pas de lumière sur les voies. Sinon ça va et on surveille quand il y a des arbres qui veulent monter, on coupe ces arbres pour que les fils ne soient pas perturbés, ne soient pas dérangés. Voilà pour le moment ce que, comment nous entretenons ces fils électriques installés dans le village. Bon, puisque c'est nouvellement installé, quand tout récemment, il y a un arbre qui a fait chuter leur fil noir, on leur a fait appel, mais depuis qu'ils sont arrivés constater, la réparation n'a pas été faite. La réparation n'a pas été faite, je dirais que la maintenance pour le moment n'est pas au top niveau. On les attend pour qu'ils puissent revenir constater comment ça fonctionne correctement, comment ça fonctionne aujourd'hui. Puisque quand ils ont installé les poteaux électriques, ils ont placé les lampadaires, comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont plus revenus constater. Or, la maintenance, ils doivent avoir une périodicité. Moi, je ne suis pas avec eux, je ne connais pas leur emploi du temps, leur programme, je ne sais pas comment ils s'organisent là-bas. Mais à ma compréhension, ils devaient passer, même si ce n'est pas trimestre, ils devaient passer, voir comment ça fonctionne. Et s'il y a de corrections à faire, on devait procéder à ces corrections. Donc la maintenance, je vais leur demander de passer régulièrement. On ne les voit pas. À Gla-les-Pylônes,
Le réseau électrique est présent, mais le quartier ne dispose pas de lampadaires solaires dignes du nom, martèle le chef quartier. Il en appelle à la magnanimité des autorités en charge de l'énergie. Notre quartier a été renforcé par l'installation de 2 gros transformateurs, ce qui va réduire les coupures intempestives qui embêtent nos administrés, ceux qui font de petits commerces, les soudes, les ventes de viande congelée, tout ça là. Ça le crée des pertes. La priorité a été donnée à d'autres quartiers par rapport à nous. Ils ont placé les socles, mais sans mettre les lampadaires. Je n'ai pas de lampadaires dans mon quartier. Ça, je vous le jure. La répartition n'a pas été équitable. Ça n'a pas été équitable. Les lampadaires ont été concentrés dans les quartiers de l'ancien chef quartier. Je vais citer à Agla Centre, à Gongome et autres. Par contre, dans Agla Les Pilons, où la population est très dense, nous sommes à plus de 8000 âmes. Nous n'avons pas de lampadaire solaire. Nous n'avons aucun lampadaire solaire dans notre quartier. On a demandé en vain. Autour du CG, ils ont placé des socles pour monter les poteaux dessus, mais ça n'a jamais été. Les élus locaux ont donc la responsabilité de veiller au grain et d'alerter les autorités compétentes, insiste cet élu. Par ailleurs, le traitement des demandes formulées devra s'accélérer pour le bonheur des populations, a-t-il suggéré. Notre rôle, c'est de sensibiliser la population pour qu'ils puissent avoir de lumière dans leur maison. Aujourd'hui, l'État, je profite pour remercier le gouvernement qui a demandé, qui a diminué, qui a baissé le coût de l'abonnement. Et les dossiers sont pleins à la SBE, mais on n'a pas de compteur. On n'a pas de compteur. Vous ne retrouvez plus le dossier, on vous demande de reconstituer le dossier. Et les poteaux électriques font défaut sur certains axes. Quand vous prononcez cet axe par exemple, il a des habitations là, mais il n'a pas de poteau électrique. Or, il est dit que quand vous êtes à une distance de plus de 40 mètres, vous n'avez pas droit à l'abonnement à la SBE avec la nouvelle organisation du gouvernement. Alors, il faudrait qu'on fasse l'extension des poteaux électriques dans le village. Donc ça manque. Et on a écrit, on espère. C'est pour pallier à ces difficultés que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des 77 communes du Bénin sur plus de 1600 km de voirie. Difficile pour les commerçants et revendeuses de maïs d'écouler leurs produits comme auparavant et pour cause de la morosité économique a amenuisé le pouvoir d'achat des Béninois et par ricochet les recettes des commerçants. La situation a donc un effet sur toute la chaîne, ont indiqué ces derniers. Et le marché là même c'est faible. C'est faible. Sinon avant si on amène maïs, même si c'est 500 sacs, 600 sacs, ça ne fait même pas une semaine. Je suis ici aujourd'hui, ça fait une semaine, j'ai amené 310. Maïs reste là au moins 260. Une semaine. Amdiat Moré, commerçante, se plaint du marché qui ne s'anime plus comme auparavant et qui par conséquent n'est plus fructueux à la mesure des attentes des revendeurs de maïs d'ici qui sont obligés de tourner les pouces à longueur de journée. Ouais, maintenant, nous on prend ça là-bas à 20 000. Avec commission, ça fait 20 500. On vient ici maintenant, on dit 24 même, les gens revivent. Par exemple, l'argent de camion même, c'est à 1500. Si on fait calcul là, même si on a gagné, ça ne dépense pas 700 ou 800 dedans sur un sac. Vous voyez. Donc, si on parle même, les clients croient qu'on manque. Des fois, même les clients même passent là-bas pour aller voir si c'est vrai ce qu'on dit là ou bien c'est faux. Et même s'ils vont là-bas pour retourner voir que c'est ce qu'on dit là qui se passe. Des fois, même tombe dedans, ça monte, des fois ça descend le prix. Vous voyez. Donc, nous, si on est parti aller payer là-bas, c'est les gens de Porto-Nouveau, Nigeria qui viennent payer. Mais maintenant, le marché là, ça ne passe pas comme il faut passer, passe comme ça. Les sacs de maïs que voici sont en provenance de Gogounou et de Kandi. Et le prix s'enflamme jour après jour. Pour la plupart des revendeurs rencontrés, c'est le Nigeria qui en est la principale cause. Vous voyez, on n'a pas vendu.
Et souvent, on dit que c'est pour côté de la voie de Nigeria là, qui a problème. C'est les gens de Nigeria qui viennent souvent pour prendre vite. On ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, ils ont dit qu'ils ont changé leur monnaie là. L'argent, que c'est tombé. Naira là est tombé. Donc, eux-mêmes sont découragés, ils ne viennent plus. Donc, depuis ce temps-là, le marché là ne marche pas comme avant, quoi. Nous-mêmes, on est découragés. Si on ne sait pas qu'on gagne quelque chose, on ne peut pas t'asseoir comme ça sans rien faire. C'est pour cela qu'on est en train de patienter pour rester dedans. Peut-être après ça va changer. Oui. Merci. Oui, de rien. Ok. Bon, depuis là-bas, maintenant, c'est à 20 000. Avant, c'était à 15 000, même 14 000. C'est les gens de Nigeria qui ont commencé par rentrer dedans. Et maïs est devenu cher. Donc, ça fait semaine je suis partie, on a pris ça à 15 000. Donc, semaine passée que je suis retournée là, c'est à 20 000, on a pris ça. Depuis là-bas. Bon, actuellement maintenant, là, le maïs, ça a augmenté de l'argent. Le sac à 24 000 maintenant. Bon, comme le sac à 24 000 maintenant, il n'y a plus de clients maintenant. Les clients ne sortent plus. Parce qu'ils vont dire que c'est trop cher. Avant, là, c'était à 18 000, 17 500. Mais actuellement maintenant, là, depuis qu'on a rentré dans le mois de juin, le maïs a plus de l'argent, c'est à 24 000, même des fois, même 25 000 même. Bon, les clients ne viennent pas. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont ouvert la frontière, les étrangers rentrent dedans pour payer. Donc si les étrangers rentrent dedans pour payer là, le maïs ça devient l'argent cher. Le prix là, sincèrement, le prix là, c'est trop haut. Avant, si on va là-bas pour le paiement de maïs là, le maïs était à 13 000, 14 000. Mais ces derniers temps, lorsqu'on était parti, le maïs là, ça a même pris 22 000 de là-bas. Tu vas faire le transport 1500, chargement 200, déchargement 100 francs, ticket mairie 100 francs. Toi-même, tu vas manger arriver là-bas. Hein? Et les dépenses de là-bas, si tu fais ça, même si tu viens ici là, si le prix là, si c'est haut, même si tu dis 24 000 ou 25 000, les gens sont incapables de payer. Mais auparavant, lorsque le prix était bas, bon, le marché, ça va. Bon, voilà que dans le pays, il y a les gens qui ont été à l'école. Pour travailler, c'est du problème. Mais si tu as trouvé un petit fonds et tu fais ton business de commerce là, tu vas entretenir ta famille avec. Et voilà que le prix maintenant, c'est hausse. Moi, j'ai fait maintenant 2 semaines. J'ai amené une portion de sac maintenant. Normalement, dans une semaine, je fais au moins 2 tours. Et voilà que maintenant, j'ai fait 2 semaines. Même 10 sacs, je n'ai pas même vendu d'abord. L'inflation est galopante depuis quelques années au Bénin. Au regard de la situation économique qui devient préoccupante, les autorités publiques ont le devoir d'agir pour assouplir les conditions de vie. La morosité économique qui n'épargne aucun secteur de la société. Le commerce du manioc au marché Rindé à Cotonou n'est pas sans difficulté. Les commerçants se plaignent du manque d'emplacement pour leur activité, également de difficultés liées au transport et à la commercialisation des produits agricoles au marché d'Antokba. On en parle dans le reportage que voici. La filière manioc a connu un boom après la dévaluation du franc CFA au Bénin. Mais jusqu'à présent, elle peine toujours à satisfaire les besoins des populations en raison de la diversité des produits alimentaires et commercialisables qui découlent du manioc. Sa transformation est source de revenus non négligeables pour nombre de familles au vu de la large gamme de débouchés. Avec le manioc là, il y a beaucoup de choses. On fait à tcheké avec ça, à tcheké, à gbeli, claclou, même du gari. On fait, il y a quelque chose qu'on appelle foufou. On pile. Et ce n'est pas tous les manières qu'on peut piler. Il y a gbao, c'est ça qu'on pile. Si ce n'est pas gbao là, on ne peut pas piler. On fait claclou, ou bien du gari, ou bien tcheké, à gbeli. Les claclous là, c'est leur travail ça. Mais gbao là, on peut piler, on peut manger. Rien ne se perd donc dans le manioc. Tout est comestible et se transforme. Sa culture ne demande pas beaucoup de technicité. La saison des pluies suffit à l'épanouir. Elle donne toujours un rendement. En témoigne son prix sur le marché.
Oui, le prix de manioc là, ça varie. Les temps de saison sèche là, ça augmente. Pendant les saisons pluvieuses là, le prix est totalement bas. Il y a petits sacs, il y a encore gros sacs. Maintenant, les gros sacs là, c'est 6 000, 5 000. Les longs là, les gros là, c'est 11 000, 10 000, même 9 000. Les petits là, 5 000, 6 000, des fois 4 000. La filière manioc joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et l'économie, surtout en milieu rural et de plus en plus en milieu urbain. Le développement de cette culture contribuerait à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des Béninois en général et des acteurs du secteur en particulier. Pourtant, les difficultés que ces derniers rencontrent dans la commercialisation de ce tubercule sont bien nombreuses et variées. Au premier abord, nous n'avons pas de place pour vendre nos produits, tels que le manioc et maïs là. Nous n'avons pas de place fixe. Le marché, on a cassé le marché ça fait au moins 3 ans déjà. Mais nous avons un emplacement à Fossa, dans le 8e arrondissement. C'est le CIA qui veut améliorer le marché. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les moyens pour puisse arranger le site. C'est pourquoi nous sommes dans les vents pour vendre nos tubercules, nos produits agricoles. Bon, avant on vendait correctement, mais cette année-là, ça ne va pas. Le marché est lent. Il y a beaucoup de marchandises, mais il n'y a pas de vente. Il y a mes ventes. Bon, pour les véhicules qui transforment aussi, en ce temps-ci, l'essence coûte cher. Pour amener les produits au marché, c'est difficile. Le chevet, c'est difficilement qu'ils puissent amener nos produits au marché. La chute de nos recettes nous a tellement endettés qu'aujourd'hui, nous avons la peur au ventre. Nous avons peur d'apporter une grande marchandise dans le marché. En ce qui me concerne, c'est de Adja, dans le Koufo, que j'apporte ma marchandise, précisément de Kounoukoué. Mais il nous arrive de faire 3 jours de trajet pour allier Cotonou, tellement la voie est impraticable, surtout en saison de pluie. Et pour pallier ces difficultés, les commerçants de manioc à Hindé au marché d'Antokpa proposent. Nous souhaitons que les autorités nous aident à nous installer plus confortablement pour que nous puissions mener nos activités plus aisément. Nous ne sommes pas tranquilles depuis que nous avons appris que nous devrons libérer Hindé. Donc, nous exhortons le chef de l'État à penser à nous, commerçants de manioc, afin de nous faciliter la vie. Moi, là où moi je suis là, moi je cherche celui qui va nous donner de véhicules. Il n'y a pas de véhicule pour emporter. Si tu as fait ton manioc au village là, pour emporter là c'est difficile. Tu ne vas pas trouver de véhicule pour amener ici. C'est notre difficulté ça. Le message que je vais lui envoyer là, il n'a qu'à venir au secours. On n'a pas trouvé de véhicule pour amener le manioc au marché. Après ça là, nous vendons le manioc, on ne récupère pas les sous. On ne récupère pas les sous, il n'y a pas de place. Il n'a qu'à nous trouver de bonnes places. On n'a pas de place là où nous sommes là. Nous n'avons pas de bonnes places. Le manioc, faut-il le noter, tire ses origines d'Amérique centrale et du Sud, précisément du sud-ouest du bassin amazonien. Il appartient à la famille des Euphorbiaceae de l'espèce des plantes dicotylédones. Importé en Afrique au XVIe siècle par les Portugais, selon certaines sources, il représente la potentielle source énergétique des styles alimentaires des populations des zones tropicales et subtropicales. La Tabaski, on en parle encore ce soir. Les fidèles musulmans de Parakou ont également sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Kébir en priant dans les différentes places idi de la ville. Fidèles Ezimbaba et Modeste Adanzeto ont recueilli l'avis de quelques personnalités et fidèles musulmans. C'est un jour symbole de foi
de soumission et d'obéissance. C'est également un jour symbole de communion et de partage. Alors mes premières pensées vont d'abord à l'endroit du chef de l'État et des membres du gouvernement. Je prie Dieu de leur accorder la bonne santé et de continuer donc de les inspirer. Je voudrais avoir également une pensée à l'endroit de nos parents qui ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Priez Dieu de les ramener sains et saufs. Je n'oublie pas ceux qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas fêter dans les conditions normales. Alors je voudrais souhaiter une très bonne fête à toute la communauté musulmane. Priez Dieu de pardonner nos égarements, d'accepter nos prières et nos bonnes œuvres. Alors je voudrais aussi inviter nos frères et sœurs, nos enfants, à fêter dans la modération, à éviter tout excès. Je voulais profiter pour saluer tout le peuple béninois pour avoir accompli aujourd'hui un devoir religieux, l'accord de fête de l'Aïd El-Kébir, pour ce qu'on appelle communément la fête de sacrifice de mouton. Il faut dire que c'est la manifestation de notre foi au summum, puisque c'est vraiment la manifestation de la soumission à Dieu, Dieu Tout-Puissant Allah. Au-delà du caractère religieux, c'est l'aspect social également qui doit être mis en exergue. Le social dans le sens de l'amour du prochain, le social dans le sens du partage, puisqu'on nous invite, comme vous le savez souvent, le sacrifice que nous faisons, c'est de partager. Nous prions chaque jour pour la cohésion sociale, la paix. Mais au-delà de la prière, il faudrait qu'il y ait des actes concrets. Et comme vous le savez, notre gouvernement s'attelle depuis quelques années à ce que la paix, la cohésion sociale d'abord puisse se mettre en place, puisse être manifeste au niveau agriculteur et éleveur. Mais cela ne sera possible que si des investissements structurants sont faits pour permettre à chacun de jouir de son activité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis bientôt plus d'1 an, le chef de l'État a opté pour que les investissements soient vraiment faits à l'endroit de l'élevage, pour permettre à ce que des infrastructures puissent être mises en place pour soutenir nos collectivités locales, notamment les communes, pour leur permettre de répondre aux besoins et préoccupations de nos communautés sur le terrain. Et également travailler à ce que la jeunesse, qui est aujourd'hui à la croisée des chemins par rapport à la question de l'emploi, puisse trouver vraiment des débouchés. Je pense que nous y travaillons. Et donc cette fête aujourd'hui, nous devons continuer à prier pour le gouvernement, comme je le dis souvent, pour toutes les institutions et pour le pays et pour chaque individu, chaque membre de la communauté, pour que la question de la paix soit vraiment au centre de tout ce qui doit être nos préoccupations. C'est une grande fête aujourd'hui pour tous musulmans et toutes musulmanes. C'est la fête de El-Kébir. Donc nous sommes en train d'immoler et c'est une grande joie aujourd'hui envers tous les musulmans et non musulmans. Parce que la fête nous concerne nous tous, béninois et béninoises. Donc c'est un grand jour pour nous et qu'un bon musulman ou une bonne musulmane doit célébrer et immoler également. C'est prescrit dans le Coran. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter hier, que Dieu leur donne aujourd'hui d'aller quand même faire les achats, parce que la fête dure 3 jours au moins. Donc, je vais profiter aussi de votre canal, souhaiter à notre grand patron la santé, à tous les ministres du gouvernement et tous les Béninois et toutes les Béninoises. Donc la santé et la paix pour tout le monde. Je remercie beaucoup bon Dieu qui nous a permis de voir cette fête de Tabaski aujourd'hui. Car l'année passée, beaucoup de gens avaient fêté avec nous et aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce monde. Je demande que Dieu puisse les accorder le paradis, ceux qui nous ont déjà devancés à l'au-delà. Et je prie beaucoup pour tous les musulmans qui sont en train de fêter aujourd'hui. Et que Dieu nous permet de fêter dans les bonnes conditions et que nos pèlerins qui sont partis au lieu saint, que Dieu puisse les permettre de revenir en bonne santé. Voilà qui nous fait entrer dans la deuxième partie de cette édition du soir sur Gulf TV Africa consacrée
À l'interactualité, direction la République démocratique du Congo qui promet la paix à travers la haute couture en période de tension. Dans la politique mondiale à l'est de la RDC, on a organisé un défilé de mode. Cet événement vise à promouvoir la paix et la créativité dans une région touchée par les conflits. Nous en parlons plus en détail dans ce reportage. Des stylistes, mannequins et artistes de la République démocratique du Congo et d'autres pays africains ont présenté leurs créations en Goma lors du Liputa Fashion Show. La couture, c'est une art qui réunit beaucoup de classes politiques et tout le monde. Nous avons eu ceux-là qui sont venus de Centrafrique, Cameroun, Amérique, France, pour venir présenter leur collection. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour les mesures sécuritaires. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo dure depuis des décennies. Plus de 100 groupes armés se battent pour le contrôle de ressources minérales précieuses, tandis que d'autres protègent leur communauté. Cette situation a déclenché l'exode de la population. Notre message est plus fort, c'est que nous voulons que la paix puisse être restaurée dans notre pays et surtout au Nord Kivu. Cette année, plus que jamais, le défilé s'est concentré sur le soutien à la paix à travers la mode et les arts, visant à montrer que la région a beaucoup à offrir. Il y a un véritable travail de fond qui est à faire. Et les Africains, on doit être un, on doit être unis. C'est vrai qu'on a une diversité culturelle vraiment bien étendue, mais cette diversité-là doit plutôt nous réunir. La 9e édition du défilé de mode Liputa a réuni des créateurs, des mannequins et des artistes du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France, des États-Unis, tous porteurs d'un message d'espoir et de force. Nous, c'est comme ça qu'on sait prêcher la paix, l'amour, parce qu'on ne sait pas faire autrement comme les soldats, les politiciens. Nous, on fait avec l'art. Donc, on a présenté ces collections, non seulement pour vendre les images de ces créateurs, mais pour montrer aussi que non, en Afrique, en RDC, le zone qui est considérée rouge peut faire des choses que nous voyons dans d'autres pays qui ont la paix, comme on peut le dire. L'art a toujours été un vecteur de paix et permet d'unir les peuples du monde entier. Une fois de plus, le continent africain prouve que malgré la situation tendue, de nombreuses épreuves peuvent être surmontées. Des chefs d'État africains et plusieurs organisations régionales se sont donné rendez-vous en Angola dans un forum sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC en proie aux violences de nombreux groupes armés. Images sont. 124 organisations non gouvernementales internationales opérant en RDC étaient présentes lors du forum pour échanger sur le cycle de violence perpétué dans l'est de la RDC. Il est communément admis que toutes les organisations ici présentes ont la même mission, celle de débarrasser la région des Grands Lacs du conflit qui retarde irrémédiablement les plans de développement nationaux et, par conséquent, compromet l'agenda de l'intégration régionale et continentale tant recherchée. 2750 civils ont été tués depuis le début de l'année, ont alerté jeudi des ONG internationales, appelant à leur tour à une mobilisation humanitaire urgente. Aussi devons-nous, lors de ce sommet quadripartite, intensifier les échanges afin de pouvoir contribuer activement à trouver une solution en faveur d'un Congo pacifié, sécurisé et prospère. Et j'estime pour cela que nous devons avancer des solutions politiques, diplomatiques et sécuritaires adaptées. Les Nations Unies ont placé la gravité de cette crise au niveau maximum. Médecins sans frontières demandent un renforcement urgent de l'aide humanitaire dans cette région. Notre engagement à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région devient un impératif majeur de respect de nos principes et de fidélité à notre projet phare, faire taire les armes. Selon Médecins sans frontières, le Nord Kivu, l'une des provinces les plus affectées par les violences, fait face à une crise d'une ampleur historique. La justice britannique a déclaré jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement en Royaume-Uni, faute de garanties pour leur
sécurité aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. Le projet d'expulsion vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, faute de garantie pour leur sécurité, a été déclaré ce jeudi illégal par la justice britannique aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. La Cour d'appel a estimé que le Rwanda ne peut en l'état être considéré comme un pays tiers sûr car il existe un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées par leur pays d'origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Toute expulsion vers le Rwanda constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures, a estimé la Cour d'appel. À moins et jusqu'à ce que les déficiences de son processus d'asile soient corrigées, envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda sera illégal, souligne la Cour dans un résumé du jugement. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit en désaccord fondamental avec cette décision et a annoncé son gouvernement allait demander la permission de saisir la Cour suprême. La lutte contre l'immigration illégale fait partie des priorités du gouvernement Sunak. Malgré les promesses du Brexit de reprendre le contrôle des frontières, plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche depuis la France à bord de petites embarcations en 2022, un record. Et ils sont plus de 11 000 cette année à avoir fait de même. La Cour d'appel a tenu à préciser que sa décision n'impliquait aucun point de vue que ce soit sur les mérites politiques de cette mesure et que son seul souci était de juger si cette politique est conforme à la loi. Malgré cette décision, le Rwanda reste pleinement engagé pour faire que ce partenariat avec le Royaume-Uni fonctionne, a déclaré la porte-parole du gouvernement de Kigali, Yolande Makolo. Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile, a-t-elle ajouté. En matière de droits humains, le Rwanda est toutefois régulièrement épinglé pour sa dure répression des oppositions politiques et son non-respect de la liberté d'expression. Saluant une rare bonne nouvelle dans le sinistre paysage des droits humains au Royaume-Uni, la directrice de l'ONG Human Rights Watch dans le pays, Yasmine Ahmed, a exhorté la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, à abandonner ce rêve fiévreux, impraticable et contraire à l'éthique. Ce jugement offre au gouvernement l'opportunité de changer de cap, a-t-elle ajouté. Plutôt que de traiter les êtres humains comme une cargaison qu'il expédie ailleurs, il devrait se concentrer à mettre fin à l'environnement hostile envers les réfugiés et les demandeurs d'asile. En décembre dernier, la Haute Cour de Londres avait donné son feu vert à l'expulsion de certains migrants illégaux vers le Rwanda, jugeant le dispositif légal. Le projet est depuis à l'arrêt en raison d'un recours en justice. Mais les juges avaient accepté que soit examiné l'appel de plusieurs requérants et de l'association Charity Aid qui apporte un soutien juridique aux demandeurs d'asile. Ils dénoncent un projet injuste de manière systématique et estiment que des demandeurs d'asile qui seraient expulsés vers le Rwanda risquent d'y être persécutés. Aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin 2022 avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme réclamant un examen approfondi de cette politique. Le plan d'envoyer les demandeurs d'asile vers le Rwanda avait été annoncé alors que Boris Johnson était Premier ministre dans le but de décourager les traversées clandestines de la Manche. Un récit d'Aristide Canosso sur l'expulsion des migrants. Fuyant la sécheresse et le conflit en Somalie, les réfugiés ont afflué dans les camps de réfugiés de Dadaab au Kenya voisin. Les agences humanitaires affirment que cette situation a mis à rude épreuve les services des camps déjà surpeuplés et mettent en garde contre les risques sanitaires. Dans un centre de réinstallation temporaire pour réfugiés non encore enregistré à Dagahale, l'un des 5 camps du complexe de Dadaab, Shangaro Aboukar et sa famille sont encore sous le choc d'une épidémie de choléra. En novembre, elle a perdu un enfant à cause du choléra après qu'elle et ses 4 enfants ont contracté la maladie. Le mois dernier, cette mère de 11 enfants a de nouveau été atteinte par la maladie, ainsi que 4 de ses enfants. Si les enfants sont en vie aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'ils survivent grâce au lait et à l'eau. Parfois, nous n'avons même pas cela. Nous vivons avec beaucoup de problèmes.
Je souffre tellement en tant que mère de ne pas pouvoir aider mes enfants à quoi que ce soit. Seul Dieu peut soulager ma douleur, car nous n'avons personne pour nous aider. Nous avons beaucoup de problèmes ici, le principal étant le manque d'installations sanitaires. Nous n'avons pas de latrines. Tous les réfugiés de ce camp partagent les mêmes latrines. Cela conduit à de mauvaises conditions d'hygiène, nous exposant à des maladies transmissibles comme le choléra et d'autres. Les agences humanitaires affirment que l'afflux de réfugiés a exercé une pression sur la fourniture de services dans les camps déjà surpeuplés. Elles mettent en garde contre les conditions sanitaires dangereuses dans le camp. Vous savez, nous avons eu beaucoup de pluie. Les pluies ont donc aggravé les inondations dans les camps et parce que le choléra continue et c'est terrible. Si nous ne faisons rien, le choléra risque de devenir endémique. Le gouvernement kényan reconnaît les difficultés liées à l'augmentation du nombre de réfugiés, mais affirme qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car il travaille sur une approche intégrée de la fourniture de services pour relever ces défis. Cette approche implique une base de données centrale contenant des informations sur les réfugiés, leur localisation et leurs besoins. La question des finances et des ressources est toujours un défi et c'est pourquoi les partenaires du développement interviennent. Mais le plus important, c'est que même eux, ils ressentent la fatigue. Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement ait décidé d'adopter le plan Ushirika qui prévoit une approche intégrée de la fourniture des services. Depuis la fin de l'année 2022, plus de 135 000 nouveaux réfugiés ont quitté la Somalie pour rejoindre le complexe kényan de Dadaab. Alors que les parties prenantes sont aux prises avec les conséquences de cette situation, des réfugiés comme Aboukar espèrent que leurs conditions de vie s'amélioreront bientôt. Restons toujours au Kenya. Le 24 juin dernier, le groupe somalien Al-Shabaab, associé à Al-Qaïda, a attaqué un village frontalier du Kenya. La frappe a fait 5 morts. Plus de précisions sur cette agression. Une attaque attribuée au Shabaab somalien, groupe affilié à Al-Qaïda, qui ont revendiqué dans un communiqué avoir mené une opération sur le village de Juhudi. Ils affirment avoir tué 6 infidèles kenyans et incendié 10 maisons où résidaient des chrétiens. Hier soir, il y a eu un incident avec les habitants de la forêt alors que nous étions assis ici. Nous sommes partis de cet endroit vers 8 heures en direction de nos maisons. Nous étions sur la route avec mon collègue. Je suis entré chez moi et lui pareil. Quand il est arrivé chez lui, il a trouvé une file de personnes se dirigeant vers chez lui. Quand il a vu que ce n'étaient pas des gens bien, il est revenu et me l'a dit. Nous avons mis son vélo à l'intérieur et nous avons décidé de nous cacher. Ils étaient nombreux comme cette foule debout ici. Ils frappaient un autre garçon à coups de poing et de pied. Finalement, ils lui ont tiré une balle dans le ventre et lui ont tranché la gorge. Le garçon criait qu'il venait de l'école. Il venait de rentrer chez lui. Il s'en fichait. Il disait juste finir le travail tout en volant d'autres biens. Les Shabaab combattent depuis plus de 15 ans dans cette zone de l'Afrique afin d'instaurer la loi islamique. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011, puis sa participation à la force de l'Union africaine en Somalie, le Kenya est régulièrement visé par ce groupe qui recrute également parmi la jeunesse locale. C'est un problème qui ne cesse de se répéter chaque année, chaque mois, et nous demandons combien de temps nous allons continuer à partir comme ça, parce que c'est comme si nous n'avions personne pour s'occuper de nous. Des maisons ont été brûlées, ils brûlent tout. Nous sommes tristes, nous sommes restés dans les buissons et les fermes. Maintenant, ils veulent nous renvoyer là-bas. Nous prions pour que notre gouvernement s'occupe de tout ça. Le Kenya a été visé de nombreuses fois ces 10 dernières années par des attentats meurtriers. En avril 2015, l'attaque sur l'université de Garissa avait fait 148 victimes. Une autre information en bref dans cette édition. L'autorité de régulation des médias du Burkina Faso a décidé de suspendre la chaîne française d'information en continu, LCI, pendant 3 mois. La suspension intervient après les propos d'une journaliste sur les violences déchirant le pays, qualifiées de fausses informations. Les programmes de LCI sont suspendus donc pour une durée de 3 mois au Burkina Faso sur les bouquets de tout distributeur de services audiovisuels à péage à compter de la notification de la présente décision, indique le Conseil supérieur de la communication CSC dans un communiqué publié ce jeudi 29 juin 2023.
Le corps du jeune Guinéen de 19 ans, tué lors d'un contrôle routier le 14 juin dans le sud-ouest de la France, a été reçu mercredi soir à Conakry par sa famille et les autorités qui demandent à ce que justice soit faite. Le corps du jeune Guinéen de 19 ans tué lors d'un contrôle routier le 14 juin dans le sud-ouest de la France a été reçu ce mercredi soir à Conakry par sa famille et les autorités qui ont demandé à ce que justice se fasse. C'est avec une grande émotion que nous recevons le corps du jeune Al-Hussein. Le chef de l'État avait promis qu'on ramènerait le corps ici en Guinée pour qu'il y ait un enterrement digne, ce qui est fait par la grâce de Dieu, a dit le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté à son arrivée à l'aéroport. Les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort seront élucidées. La Guinée tient à ce que la justice fasse tout son travail en France pour élucider les conditions dans lesquelles il est décédé, a-t-il ajouté. C'est un être cher qui vient de partir, un enfant chéri, a dit le père du jeune homme tué, Fodé Camara, qui a remercié les autorités de se tenir aux côtés de sa famille. Le policier français, un brigadier de 52 ans, auteur du tir mortel, a été inculpé mercredi pour homicide volontaire avec une interdiction de détention d'armes et une interdiction d'exercice professionnel, a annoncé la procédure de la République d'Angoulême. Le 14 juin, au petit matin, dans la banlieue d'Angoulême, Al-Hussein Camara avait été touché mortellement par un tir de policier en tentant d'échapper à une interpellation lors d'un contrôle routier. D'après les premiers éléments de l'enquête, alors que 2 véhicules de police tentaient de le bloquer pour contrôle, le jeune homme avait enclenché la marche arrière pour repartir ensuite en avant, heurtant les jambes d'un policier qui avait alors tiré une balle. Les proches de Camara ont très vite dénoncé une bavure. Arrivé en France en 2018, le jeune Guinéen travaillait dans une base logistique de supermarché où il se rendait selon ses proches. Il était inconnu de la justice selon le parquet. Entre 800 et 1000 personnes avaient participé à une marche après sa mort réclamant justice en présence de l'ambassadeur de Guinée en France, Chinkou Sila. Le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé dans un entretien accordé à l'agence de presse italienne Nova que son pays souhaitait adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant qu'observateur. Une annonce qui est chaleureusement accueillie par les experts qui affirment que c'est une étape importante pour renforcer et stimuler l'économie algérienne. Précision. L'Algérie semble ne pas vouloir rester en marge des changements qui pourraient se manifester à l'avenir sur la scène internationale, alors que le monde vit un bouleversement sur le plan géopolitique et économique. Après avoir fait officiellement sa demande d'intégrer les BRICS, Alger souhaite adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre observateur, d'après le chef de la diplomatie algérienne Ahmad Attaf. C'est depuis au moins 20 ans que l'Algérie pense à cette organisation régionale asiatique pour des raisons d'abord stratégiques. Nous rapprochons du BRICS et c'est complémentaire, donc c'est pas contradictoire, bien au contraire, c'est complémentaire. Le fait d'aller vers les, en tant qu'observateur, donc vers les pays de l'organisation de Shanghai, ça permet aussi d'apprendre tout un peu les mesures, les structures, n'est-ce pas, les articulations de toute l'organisation des BRICS, notamment sur le plan financier qui nous intéresse beaucoup parce que les BRICS ont une organisation financière très puissante et nous, en tant que pays demandeurs de gros investissements, on en a besoin. L'adhésion de l'Algérie à l'Organisation de coopération de Shanghai lui offrirait de grandes opportunités en vue d'exploiter ses ressources gazières et d'acquérir l'expertise et la technologie asiatique, notamment chinoise, qui contribueront grandement à améliorer le niveau de ces secteurs, selon les spécialistes. L'Algérie, on le sait, a essayé depuis quelques années déjà d'organiser des structures de stockage du gaz algérien dans certains pays du sud, de l'Asie, pour permettre une distribution plus légère et moins coûteuse de notre gaz, parce que nous avons eu des problèmes de distribution de gaz en Europe. Donc on se tourne un peu vers cette région qui est excessivement très dynamique et de loin très dynamique par rapport à l'Occident. C'est tout à fait normal que nous demandons maintenant à être un membre observateur afin d'abord de se rapprocher davantage de ces pays-là, d'apprendre toutes les articulations de caractère économique et financière, mais aussi de bénéficier de la haute technologie que les pays asiatiques sont en train de développer très sérieusement. Nous en avons besoin.
Selon la lecture stratégique du chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune, cette organisation est un centre de gravité qui s'est formé en Asie centrale. Il a donc significativement orienté la diplomatie algérienne vers cette région du monde, d'après le ministre des Affaires étrangères. Pour les experts, l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation de coopération de Shanghai et le rapprochement avec les pays asiatiques devraient renforcer les partenariats et donner à son économie une impulsion importante à la lumière des conditions mondiales actuelles. La présence de l'Algérie dans cette organisation lui donnera de la force et accroîtra ses partenariats et sa diversification avec l'approche économique et le pragmatisme économique que nous souhaitons dans les prochaines étapes afin d'atteindre les objectifs auxquels nous aspirons, qui sont d'accroître l'ouverture économique et la coopération économique, d'attirer les investissements étrangers et l'augmentation des exportations. Ceci afin de renforcer le partenariat et la coopération économique avec les pays asiatiques qui se caractérisent par une forte croissance économique. Créée le 15 juin 2001 à Shanghai en Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai se compose actuellement de 8 États membres. La Chine, la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Diakité Simbo, étudiant de l'Université russe de l'amitié des peuples à Moscou, rêve, lui, d'améliorer les relations entre la Russie et le Mali dans le domaine de l'agronomie. Pourquoi le jeune doctorant malien a choisi la formation en Russie et sur ses objectifs, Diakité Simbo le raconte à nos partenaires de la RT France. Dans ce laboratoire de l'Université de l'amitié des peuples Patrice Lumumba, Diakité Simbo observe avec attention la pousse de ce céréale. Originaire du Mali, ce passionné d'agriculture est en doctorat d'agronomie et a même reçu une médaille pour son projet au Festival de la créativité scientifique et technique Haute-Vinta. L'objectif de ces recherches, développer des technologies de protection contre les maladies pour les nouvelles variétés de blé destinées à être cultivées dans les pays et régions à climat chaud. Moi, mon travail consiste d'abord à faire une collection d'un certain nombre de nouvelles variétés russes afin de les tester dans le champ. D'abord, nous traitons les semences avant le semis. Donc, après le semis, la première phase, on traite les plantes par les différentes sortes de fongicides. Donc, après la phase de floraison, on traite aussi, on fait le dernier traitement. Donc, du semis jusqu'à la récolte, nous faisons le monitoring, c'est-à-dire nous collectons des échantillons afin de déterminer les champignons ou autres micro-organismes qui peuvent vraiment causer des pertes de récolte dans le blé. Donc notre objectif c'est quoi? Donc nous traitons le blé par des différents fongicides. À la fin des récoltes, on détermine aussi la qualité du blé. Et nous allons voir quelle est la nouvelle variété qui est vraiment très productive et qui est très résistante à ces maladies afin de les introduire dans mon pays, le Mali. Et Diakité Simbo n'a pas choisi d'étudier en Russie par hasard. Pourquoi j'ai décidé de venir en Russie? Puisque le système éducatif russe est l'un des meilleurs dans le monde entier. En même temps, la vie en Russie est moins chère par rapport aux autres pays européens. En plus, en Russie, il y a un grand nombre d'universités. Donc, on a la possibilité de choisir n'importe quelle filière qu'on veut. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi de venir en Russie. Et enfin, tous les leaders de mon pays, je peux dire comme ça, ont tous étudié en Russie. Ils disent que ça les a permis non seulement d'avoir une qualification professionnelle, mais aussi une qualification personnelle. L'année prochaine, Diakité Simbo prévoit d'envoyer les meilleures semences de sa production au Mali afin de les tester grandeur nature. En cas de réussite, son pays pourrait ainsi réduire sa dépendance aux importations. Ainsi se referme le siège de l'information de ce soir. Paul Sagbadjou et Koudous Bissiriou à la réalisation et à la coordination de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous remercions également tous les autres membres de l'équipe technique et de réalisation de ce journal. Excellente suite de soirée à chacun et à tous en compagnie du programme de Gulf TV Africa. Bonsoir chez vous.